va s'intéresser à la mobilisation en Ukraine. Vous savez, l'Ukraine manque d'hommes sur le terrain. Malgré la loi sur la mobilisation, ce problème n'est pas encore résolu. Le Washington Post nous donne aujourd'hui des détails sur le profil des hommes qui interviennent en renfort. On apprend que très souvent leur formation, Sylvia, est d'une bien piètre qualité. Souvent, en arrivant sur le front, ils ne savent rien et certains ne savent même pas manier une arme à feu. Racontez-nous ce que nous dit le Washington Post aujourd'hui. Effectivement, c'est ce qu'il se passe en attendant les nouvelles recrues qui vont arriver suite à la loi votée sur la mobilisation. Eh bien, les commandants redéploient les soldats des positions arrière vers des unités de combat près du front. Et là, qu'est-ce qu'ils constatent ? Ils constatent qu'ils sont loin de faire l'affaire. C'est le Washington Post, effectivement, qui le révèle dans cette enquête. Ce sont des personnes qui pouvaient, par exemple, occuper des postes tels que garde de pont, puis d'autres infrastructures, loin de la zone de combat. Alors, d'où que viennent, en tout cas, ces nouveaux soldats ? Le constat est toujours le même. Un entraînement tellement déficient que les commandants doivent souvent consacrer des semaines à leur enseigner des compétences de base telles que la façon de tirer. Regardez ce que dit l'un d'entre eux. Nous avions des gars qui ne savaient même pas comment démonter et assembler une arme à feu. Il a passé une semaine avec eux pour s'assurer qu'ils s'entraînent pour passer ensuite à des tâches plus complexes. Alors pourquoi toute cette attention ? Eh bien parce que dans quelques semaines, ils pourraient se retrouver près de Tchassiv Yar, qui est une des villes épicentres des combats dans le Donbass. Un commandement qui ne mâche pas ses mots. Regardez ce qu'il dit également. Nous perdons juste beaucoup de temps ici sur l'entraînement de base. S'il y a une percée près de Tchassiv Yar, ils seront envoyés là-bas pour mourir. Conséquence aussi de la décision de Zelensky d'écarter les 500 000 recrues voulues par l'ancien chef d'état-major, Zaloujny. Il a fallu trouver ailleurs et on se souvient évidemment de ce bras de fer. Des conséquences, il y en a. Bien évidemment. Oui, il y en a, c'est ce que disent en tout cas les soldats interrogés par le Washington Post. Pour eux, la Russie a fait des gains cette année, en grande partie parce que l'armée ukrainienne n'avait pas assez de troupes pour se défendre contre les assauts implacables des Russes. De son côté, le gouvernement a été trop lent pour mobiliser. Alors, c'est précisément aussi pour ce manque de formation que de nombreux hommes ukrainiens craignent la mobilisation. On en parlait justement il y a quelques jours. C'est pourquoi des brigades individuelles partent dans toute l'Ukraine pour communiquer et dire qu'il y a au moins 60 jours de formation. Sur cette affiche, il est écrit « Nous garantissons 60 jours de formation ». Donc c'est la 13e brigade de la garde nationale, sans parler de panneaux d'affichage dans le métro. Le message doit absolument passer. Merci Sylvia. 60 jours pour aller mourir sur le front, ça me paraît peu. Surtout quand vous n'avez jamais tenu une arme. Oui, c'est le minimum. Vous n'êtes jamais battu aux côtés d'autres troupes. Oui, non, mais il faut bien comprendre ce que ça peut représenter. Envoyer directement un bleu sur la ligne de front, quelqu'un qui ne connaît rien. On a vu le reportage tout à l'heure, tout à fait remarquable. Être sous le feu fantassin, c'est un vrai métier qui demande des compétences considérables. Il faut savoir que, alors on ne voyait pas grand-chose forcément, mais vous entendez beaucoup. Il faut savoir que, que l'obus qui arrive, qui est de plus en plus, le son est de plus en plus aigu, c'est vers vous. C'est de plus en plus grave, il s'écarte de vous. Que lorsqu'on tire dessus avec un fusil, la balle fait deux bruits. Elle fait un bruit supersonique lorsque ça passe à côté, et c'est le deuxième bruit qui vous donne l'origine du tir, etc., etc. Il faut des multitudes de petites compétences comme ça. Si vous les avez pas, statistiquement, vous courez 4 fois plus de chances. Vous avez 4 fois plus de chances, de risque, d'être tué ou blessé. Et si vous survivez, vous avez infiniment plus de chances d'exploser psychologiquement que celui qui est expérimenté. Vous êtes arrivé, vous êtes tout seul, vous ne connaissez personne, vous n'avez pas de camarades, vous n'avez pas de tous ces liens qui font la cohésion, qui font que ça vous aide considérablement à résister sous le feu. Là, vous arrivez au milieu de nulle part et c'est le stress absolu. Et un handicap pour les commandants qui disent, et Sylvia nous l'a dit, ça vous ralentit en fait. Vous êtes avec des bleus, vous êtes obligé de prendre des risques pour essayer de leur sauver la peau, etc. C'est une vraie catastrophe. Parce qu'on prend aussi des risques pour essayer de les sauver, parce qu'ils sont pas armés, donc vous mettez en danger rien faire. Les camarades. Ils ne savent rien faire, donc vous êtes sergent, moi c'était mon premier métier, sergent, chef de groupe de combat d'infanterie, vous êtes sergent, vous êtes obligé d'aller, de le surveiller, vous-même de prendre des risques pour éviter qu'il fasse de conneries, etc. Enfin bon, c'est une catastrophe. Donc il faut, un soldat, ça se forme à l'arrière, ça se forme au moins, alors on parle de 60 jours, c'est vraiment le minimum. C'est combien en règle générale ? C'est 3-4 mois, non ? 3-4 mois, oui. Ouais. Nous, en France, on hésite à envoyer un soldat en opération extérieure dure avant 1 an de service. Ah oui. Oui. Donc, c'est minimum, ce serait vraiment 3-4 mois, 60, ça à la limite. Et ensuite,
quand vous intégrez une unité, ça se fait aussi progressivement. Donc, ce qu'il faudrait aussi, c'est qu'à l'arrière direct de ces brigades, vous avez des unités qui fassent un peu l'osmose petit à petit, qui habituent les soldats à aller sur le front, à comprendre ce qui se passe sur le front, en allant peut-être d'abord dans les secteurs un peu calmes, puis après on passe aux choses sérieuses. Donc ça se fabrique, un soldat, ça se fabrique sur la durée. C'est un processus extrêmement complexe. Et si on ne fait pas ça, en fait, ça ne sert à rien, Et même les effets sont contre-productifs, comme vous l'indiquez. Et la décision, colonel, elle incombe aux politiques. Oui. Depuis le temps que Zelensky et son gouvernement tergiversent avec des mesurettes. Ça, c'est une énorme erreur. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect les armes, c'est bien, mais il faut quand même des hommes derrière les armes. Oui, bien sûr. Mais on a beaucoup trop tardé à mobiliser, Et donc, ça se fait maintenant un peu dans l'urgence. Donc, ça aboutit. Quand on tarde trop, ça laisse une pression supplémentaire pour ceux qui sont déjà au front. Et parmi ceux qui sont au front, particulièrement les unités de combat, qui, elles, sont en permanence au combat. Donc, il y a une usure qui est terrible. Un des avantages qu'ont les Russes, c'est qu'ils ont un peu plus d'unités de combat. Déjà, eux, ils ont procédé un peu plus à cette demi-mobilisation, en tout cas. Ça leur permet d'avoir des unités qui vont à l'arrière, qui peuvent à l'arrière intégrer plus facilement les nouveaux, par exemple, qui peuvent apprendre des choses, on peut s'entraîner derrière tranquillement, et récupérer de nouveaux équipements, apprendre à s'en servir, puis après on va au front, une fois qu'on est reconstitué, reposé, on va au front, et ça se passe beaucoup mieux. Les Ukrainiens manquent d'unités de combat. Ouais. Alors c'est un problème, effectivement, de mobilisation générale de la nation, mais c'est aussi un problème d'organisation interne. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette armée ukrainienne, c'est une armée qui est très disparate, en réalité très hétérogène. Vous avez des unités, vous avez des brigades territoriales du côté de Lviv qui n'ont jamais entendu un coup de feu depuis le début de la guerre. Et c'est souvent, d'ailleurs, parfois, c'est un peu sorte un repère de planqué, mais ça y ressemble. Non, mais au bout de 2 ans et demi de guerre, ça y ressemble. Il suffisait de vous présenter volontaire pour intégrer une unité qui est dans un secteur tranquille, et voilà. Et ça se passe. Vous restez dans le secteur tranquille. Voilà, mais vous avez l'armée, vous avez les forces du ministère de l'Intérieur, vous avez plein d'armées différentes. Donc, ce que entreprend aussi l'état-major général Syrski, c'est de réorganiser tout ça. On prend des unités de police, de la garde nationale, des gardes frontières, etc., et on essaie de les transformer en unités de combat petit à petit. Et ça passe aussi en parallèle de la formation de nouvelles recrues, mais qui ont besoin aussi, pour être formés, il faut aussi des équipements, il faut des cadres, etc. Et c'est là que, effectivement, nous, on peut intervenir parce que pour le moment, les cadres sont au combat, en première ligne. Et ce qu'on demande, en tout cas, les cadres, c'est également de l'article du Washington Post, c'est que des instructeurs de l'OTAN viennent pour condenser cette formation de 2 mois en un seul mois. Donc, vous voyez, 2 mois, je suis très ça va durer sceptique. peut-être longtemps. Sceptique. Ah oui. Sur l'intérêt de former des soldats en 1 mois. On va aller côté russe. On va s'intéresser maintenant à l'improbable fabrique des héros. Merci Alain Barluet, c'est le titre de votre article dans le Figaro aujourd'hui. Vous êtes intéressé à ces vétérans de la guerre en Ukraine, dont on savait jusque-là peu de choses. Vous prenez l'exemple d'un homme qui s'appelle Andrei Prokofiev, blessé en juin 2022 à Severodonetsk, ancien policier. Il a perdu la vie. On ne va pas tout détailler, mais il a été atteint par un éclat d'obus qui lui a transpercé l'œil et qui s'est logé dans son crâne et où il se trouve toujours. Il a eu un suivi psychologique, une formation de 4 mois, comprenant environ 300 heures d'histoire et 300 heures d'études sociales. Vous nous dites que cette formation elle s'inscrit dans le cadre d'un fameux certificat de réhabilitation. Est-ce que ce programme il est réservé qu'aux élites, c'est-à-dire ceux qui sont qualifiés de héros par le Kremlin parce qu'ils ont payé le prix du sang? C'est juste à eux que ça s'adresse, ce programme? Oui, ça s'adresse à ceux qui sont passés par le front. Mais moi, ce qui m'a paru intéressant à travers l'histoire de cet homme que j'ai rencontré à Novosibirsk, c'est tout un mouvement de militarisation des esprits qui a lieu en Russie actuellement et de valorisation de ceux qui sont passés par le front et dont on veut en quelque sorte transformer en véritable, disons, classe, sinon aux manettes, du moins à des postes importants partout dans le pays. Et ça, Poutine a bien donné la direction de cette tendance dans son discours aux parlementaires le 29 février dernier. Il a dit ces gens qui sont passés par le front, ces participants à l'opération militaire spéciale, comme on dit, ce sont les véritables élites. Ce sont nos héros. Et ça, c'est l'expression qu'on entend souvent, disons, dans les gens de la mouvance patriotique, ultra-patriotique. Ce sont nos héros. Et ça veut dire pas seulement leur proposer des soins, un suivi, un accès à la formation, mais c'est les instaurer
comme une véritable, comme ce que Poutine a dit, de véritables élites, qui est évidemment une proclamation qui, dans les faits, rencontre certaines difficultés, d'où l'intérêt pour moi d'aller voir comment ça se passe. Pour répondre à votre question, il y a un programme fédéral qu'a lancé Poutine, qui s'appelle justement le temps des héros. Et des gens passés par le front ont envoyé leur dossier. Plusieurs dizaines d'entre eux, seulement pour cette première session qui vient de commencer il y a quelques jours, ont été acceptés. Et ces gens reçoivent une formation qui sont déjà de niveau, je dirais, intermédiaire. C'est-à-dire, à la fois, ils doivent avoir combattu, ils doivent avoir une formation supérieure et ils doivent avoir, comme dit le texte officiel, une expérience dans le management des groupes, d'une équipe. Voilà. Ces gens-là, on les prépare avec cette formation. Qu'est-ce qui va arriver après ? On va voir, on n'en a pas encore le datum, mais c'est très symptomatique de la façon dont sont perçus ceux par le pouvoir, les gens passés par le front, qui doivent être proclame-t-on, devenir les gens qui vont prendre les commandes. Il y a des programmes régionaux qui sont faits par les régions. C'est le cas à Novosibirsk, où il y a un programme assez développé. Quelques centaines de vétérans bénéficient de ce problème, comme cet André que j'ai rencontré, qui était policier. Bon, à un certain niveau, il a fait des études de droit. Il a passé quelques semaines sur le front, il s'est fait blesser, il est rentré et il dit je veux devenir prof d'histoire. Je me suis toujours intéressé à l'histoire. Il a eu quelques dizaines d'heures de formation et maintenant il est censé enseigner aux lycéens de Novosibirsk. Seulement, ce qui est intéressant, c'est que on comprend tout de suite en lui parlant, cet homme qui, dans le contact, est sympathique et est complètement, formaté par ce discours dominant, officiel, qu'on entend, avec les thèmes qui sont vraiment des copier-coller, les nazis ukrainiens, l'agressivité de l'OTAN, la justesse de la position russe. Bon, tout ça, alors on se dit, les écoliers de Novosibirsk, est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir avoir une approche, critique de l'histoire et de leur histoire? A fortiori, non. Ça c'est clair et c'est très symptomatique de l'état d'esprit qui règne ici.